Ça y est, c'est la fin. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des larmes, de la tristesse, mais il ne faut pas rester dans le présent, il faut se souvenir du passé, du joueur qu'il était malgré les blessures, dont cette dernière qu'il n'a pas pu surmonter. Des titres? Oui, il y en a eu. Beaucoup. 92 exactement, dont 14 à Roland-Garros. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Rafael Nadal, c'est aussi une rage et un cri reconnaissable entre mille qui pouvait vous glacer le sang et laisser le temps suspendu. Rafael Nadal, c'est aussi de la puissance, de l'élégance malgré un style brut. Une vitesse et une détermination à toute épreuve, jouant chaque point comme si c'était le dernier. C'est aussi le jeune loup qui est allé détrôner le roi dans son jardin. Rafa, c'est aussi des miracles, comme celui de Melbourne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui est un jour triste, mais aussi un jour de célébration, puisque l'on va revenir sur l'histoire de Rafael Nadal, qui vient à l'instant de prendre sa retraite. Rafael Nadal est donc né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l'île de Majorque, et c'est un jeune qui a une famille de sportifs, parce que son oncle va l'entraîner pendant une grande partie de sa carrière, et il a un autre oncle qui a joué au Barça. Voilà, donc il aurait pu jouer au foot aussi, d'ailleurs Rafael Nadal, excellent joueur de foot. Et dès sa carrière junior, on se rend compte qu'on a affaire à un crack. En 1999, il participe pour la première fois au tournoi des Petits As, et il s'incline en quart de finale contre Richard Gasquet. Oui, en junior, Richard Gasquet battait souvent Rafael Nadal. Chez les pros, il y a quoi? Il y a 16 ou 17-0. Voilà, chez les pros, il y a un truc qui a changé. Rafael Nadal remportera ce tournoi des Petits As en 2000 et deviendra pro en 2001. Il va jouer quelques tournois en 2001, voilà, et il est 811e mondial à la fin de l'année, à l'âge de 15 ans. Pas mal. A noter qu'en 2001, il y a une anecdote et elle est brillante. Pat Cash, ancien vainqueur de Wimbledon, devait se rendre à Majorque pour jouer un match d'exhibition sur terre battue contre Boris Becker. Boris s'était blessé, donc on a envoyé Rafa qui avait gagné les Petits As l'année précédente. Et il a gagné. Contre un ancien vainqueur en Grand Chelem, qui n'avait que 36 ans. C'est pas mal. En 2002, Rafa joue son premier tournoi ATP et s'incline au deuxième tour, voilà, chez lui à Majorque, il était invité, et il va remporter 6 tournois futurs durant l'année qui sont le 3e échelon du circuit, et vous savez quoi, il va finir l'année à la 235e place mondiale. Il a 16 ans. C'est déjà beau. 2003, c'est l'année de la révélation pour Rafael Nadal. À Monte Carlo, il va battre Albert Costa, qui a remporté Roland-Garros en 2002, tout simplement, et il va battre Carlos Moya, son entraîneur actuel à Hambourg. Carlos Moya, aussi vainqueur de Roland-Garros et ancien numéro 1 mondial, et il a que 16 ans toujours quand il fait ça. Il participe aussi à ses 2 premiers tournois du Grand Chelem, à Wimbledon où il est éliminé au 3e tour et à l'US Open où il est éliminé au 2e tour, mais ça y est, Rafa est installé dans le top 50 puisqu'à la fin de l'année 2003, il est 46e mondial à 17 ans. Et c'est en 2004 que les premiers titres arrivent pour Rafael Nadal, finaliste à Auckland, il va aller s'imposer à Sopot sur terre battue, il va aussi remporter la Coupe Davis en finale contre les États-Unis où il a gagné un simple décisif, disons que ça a grandement contribué à la victoire de l'Espagne contre les États-Unis puisqu'ils ont gagné 3-2. Il a remporté un simple contre Andy Roddick qui était numéro 2 mondial à l'époque et il a également battu Roger Federer à Miami pour leur premier duel et une victoire très sèche 6-3, 6-3. Bravo gamin. En Grand Chelem, c'est pas déméritant puisqu'à l'Open d'Australie, il s'incline contre Lleyton Hewitt en 3-7, un Hewitt qui ira, je sais plus jusqu'où il ira, enfin bref, ancien numéro 1 mondial, voilà. Et en l'US Open qu'il joue aussi, il s'incline au 2e tour contre Andy Roddick, voilà. Écoute, il le joue sur dur, il perd, il le joue sur terre, il gagne.
Voilà, bon, finalement, il est déjà parmi les meilleurs. Pour la saison 2005 de Rafa, j'amène l'ordi parce qu'il faut s'accrocher, il prend 10 titres. Ouais, il en avait pris 1 en 2004, il en prend 10 en 2005, c'est beaucoup. Donc, Rafa, on bouge le micro, Rafa en 2005, c'est éliminé à l'Open d'Australie en 8ème contre Lleyton Hewitt, encore lui. Puis ensuite, finale au Masters de Miami, première finale en Masters 1000 où il perd contre Roger Federer en 5-7 après avoir mené 2-7-0. Et une erreur d'arbitrage immonde, sincèrement il aurait dû gagner ce match en 3-7 s'il n'y avait pas eu cette erreur d'arbitrage. Bref, passons. Vainqueur à Monte Carlo, premier titre en Masters 1000. Vainqueur à Rome contre Guillermo Coria, qui l'avait aussi battu en finale à Monte Carlo, en 5 manches et un match dantesque. Voilà, Rafa dira que c'est la plus belle victoire de sa carrière à ce moment-là. Il enchaîne par Roland Garros, parce que pourquoi pas, premier titre en Grand Chelem en battant Mariano Puerta en finale et Roger Federer en demi aussi, à préciser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Éliminé au deuxième tour à Wimbledon, surprenant. Vainqueur à Bastad contre Berdych, vainqueur à Stuttgart, vainqueur au Masters du Canada contre André Agassi en finale, donc ancien numéro 1 mondial, encore, et battu au troisième tour de l'US Open par James Blake. Et puis oui, on a le Masters de Madrid qu'il remporte contre Ivan Ljubicic en 5 manches, après avoir été mené de 7-0. Ça fait une deuxième grosse saison, enfin c'est sa deuxième saison d'explosion, enfin bref, vous m'avez compris, il a tout pété et il finit l'année numéro 2 mondial, tout simplement. Ah au fait oui, j'ai oublié Barcelone dans le lot, un ATP 500, premier ATP 500 de sa carrière, mais j'avais oublié, fallait que je précise. Bon, en 2006 on est sur une saison du même acabit à peu près, hein. Vainqueur à Dubaï contre Federer, vainqueur à Monte Carlo contre Federer, vainqueur à Barcelone contre Robredo, vainqueur à Roland Garros, oui, allez, un deuxième Grand Chelem, contre Federer, encore en 4-7 en finale, finale à Wimbledon contre Roger Federer. Ça commence, voilà, il a 20 ans. Il a 20 ans, numéro 2 mondial, 2 Grands Chelems déjà, phénomène. La fin de saison est moins bonne, voilà, battu en quart de l'US Open par Mikhail Yuzny, puis après, voilà, il dépasse pas les quarts de finale non plus dans les tournois de reprise, mais il va au Masters à Shanghai et il est battu par Roger Federer en demi-finale. Voilà, c'est sa première participation au Masters, demi-finale, c'est pas mal. En 2007, son début de saison est un peu laborieux puisqu'il est marqué par une blessure à la cheville. Il va notamment s'incliner en quart de finale de l'Open d'Australie contre Fernando Verdasco, qui ira jusqu'en finale cette année-là, il me semble. Puis il va remporter Indian Wells pour la première fois, sans perdre un seul set, contre Novak Djokovic en finale, battu par Djokovic en quart à Miami, et puis après, on ne perd plus. On gagne à Monte Carlo contre Federer, on gagne à Barcelone, on gagne à Rome, et il va s'incliner en finale du tournoi de Hambourg sur terre battue contre Federer, mettant fin à une série de 81 victoires consécutives sur terre battue. C'est un record. Bon, et puis après Hambourg, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Roland Garros. Et Roland Garros, c'est quoi ? C'est son terre-terre, 3e victoire consécutive à Roland Garros, en battant Federer en finale, parce qu'il fallait lui rappeler qui était le patron sur terre battue. Battu en quart de finale au Queens contre Nicolas Mahut, il atteint une nouvelle fois la finale à Wimbledon, une nouvelle fois contre Roger Federer, et cette fois il est proche. Autant l'année d'avant il perd en 4-7, mais il était loin de la gagner, autant cette fois il y avait une chance. Il perd en 5 manches, il s'incline 6-2 dans le 5e set, mais ça y est, il est plus proche de Federer sur gazon que ce que Federer n'est proche de Nadal sur terre battue. J'espère que vous avez compris. Après cette finale à Wimbledon, il s'inscrit à Stuttgart où il s'impose contre Stan Wawrinka en finale. C'est son 6e titre de l'année déjà et son dernier parce que Rafa il va avoir des problèmes de tendinite, des tendinites qui sont récurrentes en 2007. Il va s'aligner à l'US Open malgré le risque de se blesser très sérieusement. Il va s'incliner en 8e contre David Ferrer. Ensuite, les tournois de fin de saison, il va en manquer pas mal. Mais il va s'aligner à Bercy pour la première fois de sa carrière et il atteint la finale où il est battu par David Nalbandian en 2-7. Mais bon, voilà, il finit l'année sur une bonne note. Demi-finaliste au Masters, il va s'incliner contre Roger Federer et achève la saison 2007 à la 2e place mondiale pour la 3e fois consécutive. En début de saison 2008, Rafa atteint pour la première fois les demi-finales à l'Open d'Australie et il va s'incliner contre Jo-Wilfried Tsonga dans ce qui est peut-être le meilleur match de la carrière de Tsonga, sans doute même.
Et puis après, on arrive assez rapidement sur Terre. Et là, les adversaires de Nadal, ouh là 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 là, ça tremble. Parce que 2008, ça sera peut-être sa plus belle tournée sur terre battue, à l'exception d'un accro. Vainqueur à Monte-Carlo en battant Federer en finale. Vainqueur à Barcelone pour la 4e fois consécutive. Oui, 4e fois consécutive à Monte-Carlo, 4e fois consécutive à Barcelone. Il va s'incliner à Rome au 2e tour contre Juan Carlos Ferrero. Voilà le petit accro dont je vous parlais. Il va ensuite s'imposer à Hambourg contre Roger Federer en finale et va aller remporter Roland Garros sans perdre un set contre Roger Federer en finale. Et ce match, j'en ai fait une vidéo prime time, épisode 5 il me semble, parce que tout simplement ce jour-là, personne n'aurait pu battre Nadal. Mais absolument personne. 6-1, 6-3, 6-0 en finale de Roland Garros contre le numéro 1 mondial. Et c'est le premier match dont je me souviens. Il va ensuite remporter le Queens. Voilà, premier titre sur gazon. Et puis un deuxième, 2 semaines après, à Wimbledon, contre Roger Federer en finale, dans ce qui est le match du siècle, à mon sens. Il y a trop de symboles. La passation, voilà, Nadal qui arrive à battre Federer sur gazon. Et puis le match dantesque. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. Exceptionnel. À la tombée de la nuit avec des interruptions de pluie, des points de fou dans tous les sens. Le tie-break du 4e set, il est à voir et à revoir sans modération. C'est le chef-d'œuvre, je pense, tennistique du 21e siècle au minimum. Et il devient aussi le premier joueur depuis Björn Borg à réaliser le doublé Roland Garros Wimbledon, chose que seuls Djokovic et Federer ont fait depuis. Bon, après, c'est Djokovic et Federer aussi. Et Alcaraz l'a fait l'année dernière, enfin cette année. Pardon, excuse-moi Carlos. Et Rafa, il peut pas s'arrêter de gagner, il gagne à l'Open du Canada. Voilà. Éliminé en demi-finale de Cincinnati contre Novak Djokovic, bon, fallait que ça arrive. Il va ensuite aller remporter les Jeux Olympiques. Voilà, médaille d'or avec l'Espagne. Encore un accomplissement à 22 ans, c'est génial. Et il bat Djokovic en demi et Fernando González en finale. Et il est numéro 1 mondial. Oui, ça y est. Enfin, il est numéro 1 mondial après presque 3 ans consécutifs passés à la place de numéro 2. Bel accomplissement. Demi-finaliste pour la première fois à l'US Open, il va s'incliner contre Andy Murray en 4-7. Voilà, il n'aura pas tout gagné non plus en 2008, mais sa saison est magnifique déjà. Voilà, Roland Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques. Je sais pas ce qu'on peut lui demander de plus. Ah oui, au fait, j'avais oublié, parce qu'il prend la Coupe Davis aussi avec l'Espagne. Voilà, au cas où je pose ça là. Et 2009 commence très bien pour le numéro 1 mondial, vainqueur à l'Open d'Australie, contre Roger Federer en finale, et une finale encore une fois à 5 manches, encore des points de zinzin dans tous les sens, encore un match à aller regarder sans modération, tout simplement. Et à noter aussi que dans ce tournoi il s'est dépouillé, parce que la demi contre Verdasco elle est épique, la finale contre Federer est très bonne. Voilà, c'est un gros tournoi de Rafa pour commencer l'année. Puis c'est son genou qui va lui faire défaut, il est qualifié pour la finale à Rotterdam mais doit déclarer forfait en raison d'une blessure au genou. Il va zapper ensuite Indian Wells. Il va reprendre à Miami où il est battu par Del Potro et puis il va reprendre ses bonnes habitudes sur terre battue. Vainqueur de Monte-Carlo pour la 5e fois consécutive, tout simplement. Il va ensuite remporter une 5e fois le tournoi de Barcelone et puis une 5e fois consécutivement, parce que sinon c'est pas drôle. Puis il va remporter pour la 4e fois le tournoi de Rome. Voilà. Et à ce moment-là, on se dit que Roland Garros, ça va être facile. Parce que même s'il perd en finale du tournoi de Madrid contre Federer, quand on voit le match qu'il a fait la veille contre Novak Djokovic, encore une fois à la demi-finale de Madrid, c'est un chef-d'œuvre à regarder et à re-regarder sans modération. C'est le match le plus long, je crois, en 2-7 gagnants de l'histoire, ou pas loin. Mais c'est une finale, enfin c'est même une demi, mais je dis finale parce que le match était tellement tendu que ça avait une tête de finale. Et on arrive à Roland Garros sur cette défaite en finale de Madrid contre Roger. Et à Roland Garros, tout se passe bien, jusqu'à l'upset du siècle, comme beaucoup l'ont dit. Rafael Nadal s'incline en 8e de finale de Roland Garros contre Robin Söderling, alors qu'il l'avait battu à Rome 6-1, 6-0. Oui, c'est l'upset de l'année, l'upset du siècle, on vous l'a dit.
Et Rafa, il est blessé au genou droit et il va déclarer forfait pour Wimbledon également. Donc là, en espace d'un mois, il a perdu son titre à Roland-Garros, retombé à la 2e place mondiale, il n'a pas défendu son titre au Queens et il n'a pas défendu son titre à Wimbledon. Là, Rafa, il vient de perdre plus de 3000 points en l'espace de 1 mois et demi. C'est beaucoup. Il reprend à l'US Open où il perd en demi-finale contre Del Potro qui va aller remporter le tournoi. J'ai fait une vidéo aussi sur Del Potro, je vous la mettrai dans la description. Toutes les vidéos dont je vous parle seront dans la description, bien évidemment. Finaliste à Shanghai, il va s'incliner contre Nikolai Davydenko, puis va s'incliner en demi de Bercy contre Novak Djokovic, va s'incliner dès les poules du Masters qui est désormais à Londres, mais va remporter une 3e Coupe Davis avec l'Espagne. Et la saison 2010 sera peut-être la saison la plus aboutie de la carrière de Rafael Nadal, ou pas loin. Il commence l'année en s'inclinant en finale de Doha contre Nikolai Davydenko, va abandonner en quart de l'Open d'Australie contre Andy Murray. De retour de blessure, il va s'incliner en demi à Indian Wells contre Ivan Ljubicic qui va gagner le tournoi, va s'incliner en demi de Miami contre Andy Roddick qui va remporter le tournoi. Et à partir de là, le boogie sait plus perdre. Parce qu'il va remporter Monte Carlo contre Verdasco, il va faire l'impasse sur Barcelone pour se reposer, parce que les blessures ça commence à être chiant. Il va remporter Rome, il va remporter Madrid, et il va remporter Roland-Garros contre Robin Söderling. Voilà, allez, tiens, mange ta vengeance de l'année précédente. Donc voilà, Rafael Nadal devient le premier joueur de l'histoire à remporter les 3 Masters 1000 sur terre battue la même saison. Tout simplement, et je crois que c'est le seul. Éliminé en quart de finale du Queens par Feliciano Lopez, il va aller s'imposer à Wimbledon contre Thomas Berdych en finale. Un Wimbledon qui aura pas été facile, parce que dès les premiers tours, il s'est fait secouer, il a eu des matchs en 5-7, mais il s'impose en finale, tout simplement. Voilà, 2e Wimbledon, 2e doublé Roland-Garros-Wimbledon. Voilà, c'est Rafa, tout simplement. Éliminé par Murray en demi-finale au Canada, et par Baghdatis en quart de finale à Cincinnati, Rafa va pisser sur l'US Open. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. On l'a jamais vu servir aussi fort, jouer aussi agressif, et il va aller gagner son premier US Open. Tout simplement, 3e grand chelem consécutif pour Rafa qui gagne en finale contre Novak Djokovic. Mais ouais, la violence du jeu de Nadal durant cette US Open, on l'avait encore jamais vu être aussi agressif dans une balle. Il faut croire que ça a payé. Avec cette victoire à l'US Open, Rafael Nadal devient le plus jeune joueur de l'histoire à avoir remporté les 4 tournois du Grand Chelem à l'âge de 24 ans. Beau palmarès déjà. Même en arrêtant là à 24 ans, c'est déjà un des meilleurs de ce sport. Il va ensuite s'imposer à Tokyo contre Gaël Monfils et va s'incliner en finale du Masters contre Roger Federer. Voilà, l'année elle est presque parfaite. Petit chelem. Voilà, 3 Masters 1000, numéro 1 mondial. Que demander de plus? A noter que d'ailleurs cette année-là, il prend le record de titres en Masters 1000 à 24 ans. C'est bien. La saison 2011, ça aurait pu être presque la même chose. Presque. À un détail près. Novak Djokovic qui va être le cauchemar de Rafa cette année-là. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, il attaque la saison 2011 en tant que numéro 1 mondial. Hein. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. Il va s'incliner en quart de finale de l'Open d'Australie contre David Ferrer. Blessé aux ischios, il n'abandonne pas, mais il perd quand même. Bah, voilà. C'est aussi un guerrier, Rafa. Il a eu beaucoup d'abandon dans sa carrière, mais il y a certains matchs qu'il a joué blessé jusqu'au bout. Et c'est beau. Finaliste à Indian Wells, il s'incline contre Novak Djokovic. Finaliste à Miami, il s'incline contre Novak Djokovic. Il va ensuite remporter Monte Carlo, remporter Barcelone, s'incliner en finale de Madrid contre Novak Djokovic, s'incliner en finale de Rome contre Novak Djokovic, et heureusement il remporte Roland-Garros contre Roger Federer en finale. Un match d'ailleurs, les 2 premiers sets, Roger était pas loin du tout de Rafa cette année-là. Il va ensuite perdre en finale de Wimbledon contre, vous l'aurez deviné, Novak Djokovic, va lui laisser la place de numéro 1 mondial en plus, mais cette année-là, Djokovic, vraiment, il lui a tout pris. C'est une dinguerie. Il va arriver jusqu'en finale de l'US Open où il va perdre contre Novak Djokovic, vous l'aurez deviné. Voilà, vraiment, cette saison-là, c'était sa bête noire.
Et en plus, vraiment, les deux, ils font des points de fou en finale de l'US Open 2011. Vraiment, c'est à les regarder aussi. Il y a beaucoup de matchs de Nadal que je vous dis d'aller regarder, mais vraiment, au moins les highlights. Il y a certains points, c'est d'une brutalité monstrueuse. Au Masters en fin d'année, il est éliminé en poule, mais après, il y a la Coupe Davis qu'il va aller remporter contre l'Argentine. C'est sa 4e Coupe Davis. Et je crois que c'est déjà un record pour un joueur. Je suis pas sûr, mais je crois. On va commencer la saison 2012 à l'Open d'Australie où il s'incline en finale contre Novak Djokovic, bien évidemment. Toujours, il est dans son cerveau. Mais la finale, par contre, j'en ai fait une vidéo, allez la voir. Au moins la vidéo, pas forcément le match, mais au moins la vidéo. C'est la finale en Grand Chelem la plus longue de l'histoire, 5h53. Et ça mérite un coup d'œil. Demi-finaliste à Indian Wells et à Miami, il va à Monte-Carlo en tant que tenant du titre. 7 fois consécutif avant quand même. Et il retrouve qui en finale? Novak Djokovic. Oh, comme c'est bizarre. Non, pas cette fois. 8e titre consécutif à Monte-Carlo pour Rafa qui bat Djokovic en finale et qui met fin à 7 défaites consécutives contre Novak. Vainqueur la semaine d'après à Barcelone, il se fait sortir en 8e à Madrid contre Fernando Verdasco et la terre battue bleue. Oui, le Ion Tiriac, le propriétaire du tournoi, a voulu faire une terre battue bleue pour changer, et tous les joueurs s'en sont plaints. Ça glissait trop, Federer a gagné, mais Djokovic s'en est plaint, Federer s'en est plaint, Nadal s'en est plaint, tout le monde s'en est plaint. Ça a été un one-shot et ça a été un désastre. Mais bon, Rafa se rassure en gagnant Rome, puis en gagnant Roland Garros en finale contre Novak Djokovic en 4-7. C'est son 7e Roland Garros, et c'est le record, déjà, à 26 ans. Tout simplement. Voilà, le roi de la Terre, déjà. Et puis à Wimbledon, super, surprise, Rafael Nadal est battu au 2e tour par Lucas Rosol en 5 manches. Et c'est le dernier match de la saison de Rafa qui souffre du syndrome de Hoffa. C'est une tendinite au genou qui met fin à sa saison prématurément. Roselyne Bachelot l'accusera d'ailleurs de dopage et que c'était une suspension de 6 mois. Rafa l'attaquera en diffamation et gagnera son procès. Mais ça, c'est plus tard. Rafa finit la saison à la 4e place mondiale, mais en 2013, ça sera le comeback de Rafa qui va être très fort. Finaliste à Viña del Mar au Chili, sur terre battue, il s'incline contre Horacio Zeballos, puis va aller gagner à Rio, puis va aller gagner à Acapulco sur dur contre David Ferrer, et à partir de là, la machine est lancée. Il va aller ensuite remporter un 3e titre consécutif à Indian Wells, va se déclarer forfait à Miami et va s'incliner en finale de Monte-Carlo contre Novak Djokovic. Voilà, c'est fin de la série d'invincibilité à Monte-Carlo. C'est triste, mais bon, fallait que ça arrive un jour aussi, hein, après 8 titres consécutifs. Et puis là, c'est son seul accro, hein. Vainqueur à Barcelone, vainqueur à Madrid, vainqueur à Rome, et puis vainqueur à Roland Garros. Et il joue pas des peintres. Almagro à Barcelone, Wawrinka à Madrid, et Federer à Rome. Tout simplement. Bon, et puis à Roland Garros, je vais pas te faire un dessin, il n'y a pas de surprise. Il s'impose en finale contre David Ferrer après avoir battu Novak Djokovic en demi, dans une demi-finale épique. Il y en a beaucoup des matchs épiques entre eux, mais il y en a certains qu'il faut vraiment regarder, et cette demi-finale, elle a tout. Hein. Elle a du drama, Rafa qui fait le petit geste là, il a touché le filet. Elle a tout, cette demi. Battue d'entrée à Wimbledon, c'est d'ailleurs la première fois que Rafa est battu au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Il va ensuite enchaîner en gagnant le tournoi du Canada, le Cincinnati, puis l'US Open en finale contre Novak Djokovic. Et un beau match, je dirais pas un match épique, mais un beau match. Et Rafa devient le premier joueur depuis Andy Roddick à remporter toute la tournée américaine. Les 2 Masters 1000 et l'US Open. Même Federer l'a pas fait. Défait en demi-finale de Shanghai par Del Potro, en demi de Bercy par David Ferrer, il va aller jusqu'en finale du Masters à Londres où il perd contre Novak Djokovic. Voilà, et puis il achève une saison fantastique à la place de numéro 1 mondial avec 10 titres. C'est costaud. Et 2014 commence bien pour le numéro 1 mondial, vainqueur à Doha, puis finaliste de l'Open d'Australie. Il joue Wawrinka, on se dit ça y est, c'est plus Djokovic, 2e titre à l'Open d'Australie. Et non, il se blesse au dos et s'incline en finale contre Wawrinka, qui remporte son premier titre du Grand Chelem.
alors que tout le monde voyait Rafa gagner ce titre. Vainqueur à Rio, il s'incline tôt à Indian Wells et va en finale de Miami où il est battu par Novak Djokovic, et puis arrive la saison sur terre battue et stupeur, il perd en quart de finale de Monte-Carlo, puis en quart à Barcelone. Nadal est-il finito? Et bien sûr que non, il n'est pas finito. Il gagne Madrid contre Nishikori et il gagne Roland Garros contre Novak Djokovic en finale. Il n'est pas finito le Rafa. Battu à Halle contre Dustin Brown, il s'incline en 8e de finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios, puis annonce qu'il s'est blessé au poignet droit à l'entraînement, l'obligeant à rater Toronto, Cincinnati et l'US Open. A noter aussi que Djokovic, qui a remporté Wimbledon cette année-là, lui a pris la place de numéro 1 mondial. Et malgré quelques matchs en fin de saison, il va continuer à être pas bien, malade, appendicite, il a d'autres blessures. Et donc, voilà, il finit la saison 2014 sur une mauvaise note en espérant que 2015 sera mieux. Battu d'entrée à Doha, il est éliminé en quart de finale de l'Open d'Australie par Thomas Berdych dans un match en 3-7. Voilà, il a été absent. Ce match, je m'en rappelle, il s'est fait dégoupiller de A à Z. Très, très surprenant parce que Berdych, d'habitude, c'est un adversaire pas facile, mais contre qui il gagne très, très, très souvent. Il n'avait pas perdu contre lui depuis 2005 ou 2006. Et puis même sur terre, c'est compliqué. Il perd en demi-finale de Rio contre Fognini, n'empêche gagner le tournoi de Buenos Aires, mais derrière, ça s'améliore pas sur dur. Indian Wells, battu par Raonic Shankar. Miami, battu au deuxième tour par Verdasco. Monte-Carlo, battu en demi par Djokovic. Madrid, battu en finale par Murray. Et là, il est 7e mondial, alors qu'un an avant, il était premier. La chute commence à être violente. Battu en quart à Rome par Stan Wawrinka, il s'incline en quart de finale de Roland Garros contre Novak Djokovic en 3-7, une défaite lourde. Et oui, Rafa, cette année-là, il fait un peu de la peine à voir. Il dira plus tard qu'il avait souffert de dépression cette année-là. Ça peut arriver, malheureusement, cette saison-là, c'est une catastrophe. Et après Roland Garros, Rafa, il est 9e mondial. C'est bas, très bas. Heureusement, il gagne sur gazon à Stuttgart, mais va s'incliner au deuxième tour de Wimbledon contre Dustin Brown. Voilà, il n'y arrive pas cette saison-là, vraiment. Il va cependant s'imposer à Hambourg contre Fabio Fognini en finale, et puis à partir de là, c'est pareil, il y a un haut et beaucoup de bas. Éliminé par Nishikori en quart au Canada, par Feliciano Lopez à Cincinnati, et même avant les quarts, battu au deuxième tour de l'US Open par Fognini en 5 manches alors qu'il menait 2-7-0. C'est très compliqué. Heureusement, finale à Pékin, il s'incline contre Djokovic, mais au moins il retrouve des tournois, des hauteurs qui sont plus les siennes, on va dire. Battu en demi à Shanghai par Jo-Wilfried Tsonga, il perd en finale à Bâle contre Roger Federer. Et puis il va au Masters jusqu'en demi-finale quand même, qu'il perd contre Novak Djokovic et finit la saison à la 5e place mondiale, ce qui, compte tenu de son année, franchement, c'est pas mal. Et la saison 2016 commence un peu mieux. Finaliste à Doha, il s'incline contre Novak Djokovic en finale et il prend une branlée. Je crois qu'il prend 6-2, 6-1. C'était une raclée. Il est toujours pas dans le coup contre les tout meilleurs, mais au moins il est en finale. Mais tout de suite un bas, éliminé au premier tour de l'Open d'Australie par Fernando Verdasco en 5 manches. On se dit que la saison va être une galère. Il va faire la tournée sur terre sud-américaine, il est battu en finale de Buenos Aires par Thiem, en demi à Rio par Cuevas. C'est pas facile comme saison. Battu en demi à Indian Wells contre Djokovic, il y a du mieux, il abandonne à Miami à cause d'une maladie. Et Monte-Carlo, le rayon de soleil, enfin, il s'impose à Monte-Carlo contre Gaël Monfils en finale. Et ça fait du bien, honnêtement. Premier Masters 1000 depuis 2 ans, ça fait beaucoup de bien. Il enchaîne par un 9e titre à Barcelone. Oui, c'était aussi son 9e en Monte-Carlo, mais il enchaîne par un 9e titre à Barcelone contre Kei Nishikori en finale. Et là, le roi est peut-être de retour pour Roland Garros. Et non. Battu en demi de Madrid par Murray, puis en quart à Rome par Djokovic, il va abandonner à Roland Garros, déclarer forfait pour son match du 3e tour à cause d'une blessure au poignet. Alors qu'honnêtement, sur les 2 premiers tours, il jouait très bien. Voilà, je tenais à le dire, il jouait très bien sur les 2 premiers tours, mais malheureusement, blessure au poignet, il abandonne, il joue pas à la fin de son tournoi, bref. C'est pas un bon Roland Garros. Il fait son retour au JO, où il perd en demi contre Del Potro, puis perd le match pour la médaille de bronze contre Nishikori, mais
prend la médaille d'or en double. Voilà, Rafael Nadal est le seul joueur à avoir la médaille d'or en simple et en double JO. Je pose ça là une nouvelle fois. Et la fin de saison, concrètement, elle est pas bonne. Il perd en 8ème de l'US Open contre Lucas Pouille. Derrière, il joue 2-3 matchs, il passe pas l'écart et il met fin à sa saison parce que ça sert à rien de forcer quand ça marche pas. Rafa sera de retour en 2017 et bien de retour. Oui, puisqu'à l'Open d'Australie, il va en finale après quelques matchs épiques. Sincèrement, cet Open d'Australie 2017, il est incroyable, c'est un très très bon cru. Et en finale, il retrouve son poteau, Roger. Et oui, Roger qui lui, après une saison 2016 marquée par une blessure au genou qui a mis fin à sa saison à Wimbledon, les deux vieux pères qui se retrouvent en finale de l'Open d'Australie et qui se la mettent pendant 5 heures, c'est beau. Et c'est Roger qui sort vainqueur de cet affrontement en 5 manches. Très très beau match. Et on se dit que les deux sont de retour, c'est beau. Oui bon, par contre j'ai un peu abusé avec le 5 heures, c'est 3h30 mais c'est pas grave, il se la donne pendant 3h30. 10e titre à Monte-Carlo, 10e titre à Barcelone, il va s'imposer à Madrid, puis va s'incliner entre Dominic Thiem à Rome, enfin voilà. On est de retour sur les standards de Nadal, et il va aller remporter Roland-Garros sans perdre un seul set. C'est son 10e Roland-Garros, et voilà, un tournoi parfait. Battu en 8e de Wimbledon par Gilles Muller, battu au Canada par Shapovalov, battu au 2e tour de Cincinnati par Kyrgios. Rafa sur dur n'y arrive pas et pourtant il va aller remporter l'US Open pour la 3e fois de sa carrière. On vous a dit que 2017 était une très belle saison pour Rafa. Il gagne contre Kevin Anderson une finale tranquille, un tournoi pas tranquille, je crois qu'il perd un set quand même, il me semble qu'il perd un set, enfin bref, un tournoi plutôt facile, plutôt pépère. Rafa qui prend un nouveau grand chelem. Ah oui, puis il est nouveau numéro 1 mondial. Au cas où vous l'auriez oublié, il est numéro 1 mondial, tout simplement. Il va aller ensuite remporter Pékin en battant Kyrgios en finale. Battu en finale à Shanghai contre Federer, il va ensuite s'aligner à Bercy où il ne jouera pas son quart de finale en raison d'une blessure. S'aligne au Masters, perd son premier match contre David Goffin et abandonne à cause de sa blessure au poignet pour mieux se consacrer à 2018 qui sera aussi un très bon cru. Même si ça commence par une blessure à la cuisse contre Silic en quart de finale à l'Open d'Australie, voilà, bon, on peut pas avoir tout non plus. 2018 sera un bon cru. Écoutez-moi, croyez-moi. Il perd la place de numéro 1 mondial contre Roger Federer, mais bon, voilà, il gagne à Monte-Carlo, il gagne à Barcelone, il perd à Madrid contre Dominic Thiem et il gagne à Rome. Voilà, on est sur le retour de Rafa des années 2006, 2007, 2008, où il prend minimum 3 tournois sur terre avant Roland-Garros. Un Roland-Garros qu'il va aller remporter sans perdre... Non, pardon, bêtise, il perd un set contre Schwartzmann. Bon, un Roland-Garros qu'il va aller remporter pour la 11e fois, tout simplement. Comme il a remporté une 11e fois Monte-Carlo, comme il a remporté une 11e fois Barcelone. Battu en demi de Wimbledon par Djokovic dans un match épique. Oui, j'ai dit beaucoup épique quand c'est les deux qui jouent, mais encore une fois, c'est un match épique. Il va aller s'imposer à Toronto. Voilà, contre Tsitsipas en finale. Ça fait encore beaucoup de titres cette année-là pour Rafa. Un Rafa qui a d'ailleurs repris la place de numéro 1 mondial. Mais à l'US Open, il va abandonner en demi contre Del Potro. Voilà, il était malade, il était pas bien, il abandonne. Mais bon, ça reste une excellente saison pour Rafa. Et on attaque 2019 par une finale à l'Open d'Australie, un tournoi qu'il attaque en tant que numéro 1 mondial, et une finale où il va se faire dégoupiller par Djokovic. J'ai fait une vidéo ce match aussi, donc n'hésite pas à aller la voir, comme je t'ai dit, elles seront toutes dans la description. Cette vidéo est longue, mais si tu en es encore là, c'est qu'il faut aller voir les autres. Bon, la tournée sur dur, on va la zapper, parce qu'il est blessé, et puis bon, la saison finalement, elle commence à Monte-Carlo. Il perd en demi contre Fognini à Monte-Carlo, donc il perd en demi de Barcelone contre Dominic Thiem. Et même sur terre battue, ça gagne pas malheureusement. Battu par Tsitsipas en demi-finale de Madrid, c'est bien, mais si tu veux gagner Roland-Garros, faut passer les demi-finales. Heureusement, il se chauffe en gagnant Rome avant pour la 9e fois de sa carrière, puis va aller remporter un 12e Roland-Garros, tout simplement. Battu en demi-finale Wimbledon par Roger Federer pour leur 40e et dernier affrontement, Rafa retrouve un peu de confiance malgré le fait qu'il soit numéro 2 mondial désormais, parce que la fin de saison va être très belle pour lui. Et oui, vainqueur à Montréal contre Daniil Medvedev, il va en finale de l'US Open où il s'impose contre Daniil Medvedev une nouvelle fois, il a failli choke.
il a failli choke le Rafa, puisque il menait de 7-0, il s'est fait remonter à 2 partout, il a double break dans la 5ème set, il en perd un et il a des balles de break à 5-4, mais il est clutch, Rafa est clutch, et remporte un 4e US Open, son 19e Grand Chelem. Oui, je fais pas le compte depuis le début, on fera le compte à la fin. Il redevient numéro 1 mondial à l'issue de Bercy, qu'il n'a pas disputé d'ailleurs, voilà, c'est assez étrange, et il va participer au tournoi des maîtres à Londres où malgré 2 victoires en match de poule, il sort pas de la poule. Il termine l'année numéro 1 mondial et il termine l'année par une 5e Coupe Davis avec l'Espagne en s'imposant en finale contre le Canada. Rafael Nadal commence la saison 2020 en tant que numéro 1 mondial et devient le seul joueur à avoir été numéro 1 mondial lors de 3 décennies différentes. C'est dire que malgré les blessures, ce mec a été d'une régularité hors norme et la saison 2020 commence par une défaite contre Novak Djokovic à l'ATP Cup et une défaite en quart de finale de l'Open d'Australie contre Dominic Thiem. Et il va ensuite remporter le tournoi de Acapulco et puis Covid. Oui, vous vous en rappelez sûrement, c'est pas si vieux. Et lorsque les tournois reprennent, Rafa fait l'impasse sur la tournée américaine pour se concentrer sur Roland Garros qui a été décalé en octobre. Il fait sa reprise à Rome où il perd contre Diego Schwartzmann en quart de finale, puis va aller remporter Roland Garros sans perdre un seul set et en démontant Novak Djokovic en finale. D'ailleurs, anecdote, Carlos Moya, avant la finale, conditions humides, toit fermé, on disait que les conditions étaient plus favorables à Novak Djokovic, et lorsqu'on lui a dit que le toit serait fermé pour la finale, il a dit c'est pas grave, je vais le battre quand même. Et puis il l'a bien battu, 6-0, 6-2, 6-5, 7-5 pardon, parce que 6-5 n'existe pas, c'est une belle branlée. C'est son 20e titre du Grand Chelem, il décale Roger Federer pour le record du plus grand nombre de Grand Chelem remportés, et puis en fin de saison, il va aller en demi-finale à Bercy où il est battu par Zverev, puis en demi-finale au Masters où il est battu par Medvedev. Donc au final, ça ressemble à une bonne saison pour Rafa, ni bonne ni mauvaise, bonne saison qu'il achève en tant que numéro 1 mondial, et il bat le record du plus grand nombre de semaines consécutives passées dans le top 10. L'AD 2021 commence par une défaite contre Stefanos Tsitsipas en quart de finale de l'Open d'Australie, puis Rafa va faire l'impasse sur tous les tournois avant Monte-Carlo en raison d'une blessure au dos. Il va donc reprendre le tournoi à Monte-Carlo où il est battu par Andrei Rublev en quart de finale. Premier titre de la saison à Barcelone, il est ensuite battu à Madrid par Alexander Zverev avant de remporter le tournoi de Rome. Oui, encore, ça fait beaucoup de tournois de Rome remportés en finale contre Novak Djokovic et il se rassure avant Roland Garros. A noter qu'il s'agit de son 10e titre à Rome, devenant ainsi le seul joueur à avoir remporté 10 titres minimum dans 4 tournois. C'est bien. Mais à Roland Garros, il va s'incliner contre Novak Djokovic en demi-finale au terme d'un match dantesque et malgré une blessure au pied qui gêne Rafa. C'est une blessure qui est la maladie de Müller-Weiss, je vous laisserai regarder sur internet ce que c'est, mais c'est une maladie au pied qui nécrose les os et dont Rafa souffre depuis longtemps, depuis 2004. C'est incurable malheureusement et ça l'a fait beaucoup souffrir lors de ce Roland Garros. Il va d'ailleurs déclarer forfait pour les tournois suivants, donc pas de JO pour Nadal, pas de Wimbledon pour Nadal. Il reprendra la compétition à Washington où après une victoire contre Jack Sock, il s'incline contre Lloyd Harris et met fin à sa saison. Rafa commence l'année 2022 au 6e rang mondial, mais après sa blessure au pied, on se demande comment va réagir son corps à la reprise de la compétition. Il gagne le tournoi de Melbourne en entrée de la saison. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un tournoi préparatoire avant l'Open d'Australie. Un Open d'Australie qu'il va aller gagner. Son 2e Open d'Australie. Et le miracle de Melbourne. Voilà. Ce match, faudrait que j'en fasse une vidéo. La finale contre David Medvedev, contre Daniil Medvedev. Il perd 2-7-0. Il est mené 3-2, 0-40 dans le 3e set. Et il va renverser le match. C'est un match exceptionnel. Medvedev qui avait gagné l'US Open avant, qui était le favori de cette finale. Je pense que cette défaite, elle fait encore très mal à Medvedev aujourd'hui quand on voit son niveau actuel. C'est son 21e titre en Grand Chelem et Rafa devient le recordman du nombre de titres en Grand Chelem. Tout simplement exceptionnel pour ce joueur qui va aller remporter Acapulco après, parce que faut pas déconner.
Après 3 titres consécutifs, il arrive en finale à Indian Wells après avoir battu Carlos Alcaraz en demi-finale dans un très très gros match, mais il s'est blessé à la côte lors de ce match. Il va quand même jouer la finale contre Taylor Fritz, mais va s'incliner en 2-7. La série de victoires prend fin, mais elle était belle. Bon bah après il faut soigner la côte, hein. Et puis bah, il rate Monte Carlo, il rate Barcelone, il reprend la compète à Madrid où il perd contre Carlos Alcaraz en quart de finale, puis il va perdre en 8ème de Rome contre Denis Shapovalov, et cette fois c'est son pied qui inquiète, il pouvait presque plus marcher pendant le match, et sa participation à Roland Garros est fortement remise en cause, et s'il y va, dans quel état? Mais Rafa est un guerrier, Rafa va remporter Roland Garros après avoir battu notamment Djokovic en quart de finale en 4 manches, après avoir battu Zverev qui s'est niqué la cheville en demi-finale dans un match qui était très compliqué pour lui. Et bah la finale par contre contre Casper Ruud, elle était tranquille, hein. La main, le coude sur la portière, la main qui promène. Une finale sans histoire, et c'est un 22e Grand Chelem pour Rafa qui bat son propre record du coup, oui. Et c'est un 14e Roland Garros aussi. A noter qu'il a avoué avoir passé tout le tournoi sous infiltration à son pied. Est-ce que c'est du dopage? Est-ce que c'est légal? Je vous laisse en décider en commentaire. À Wimbledon, il se déchire les abdos en quart de finale contre Taylor Fritz, mais va au bout du match et s'impose, mais doit déclarer forfait pour sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Voilà, sa saison 2022 elle est très belle, mais il y a aussi beaucoup de blessures bien pénibles. Battu d'entrée pour son retour à Cincinnati, il va aller s'incliner en 8ème de l'US Open contre Frances Tiafoe. Voilà, la fin de saison de Nadal, elle est comme ça, et ça va pas aller en s'arrangeant. Battu d'entrée par Tommy Paul à Bercy, il va s'incliner lors du Masters contre Taylor Fritz et contre Félix Auger-Aliassime, et malgré la victoire contre Casper Ruud lors du 3e match, il est éliminé. 2023 ne sera pas mieux du tout. Il perd ses 2 matchs à la United Cup contre Alex de Minaur et contre Cameron Norrie, et arrive à l'Open d'Australie coup-ci coup-ça. En tant que tenant du titre, il va s'imposer au premier tour contre Jack Draper, et puis il va se blesser contre McDonald au 2e tour, une blessure à la hanche qui va le contraindre à manquer toute la saison 2023. Et alors là, c'est la chute libre au classement, il va sortir du top 100 et il va finir l'année à la 670e place mondiale. Oui, on parle bien de Rafael Nadal qui va attaquer la saison 2024 très loin au classement. Il reprend la compète à Brisbane et honnêtement, je l'avais trouvé convaincant. Cette saison, j'ai regardé tous ses matchs. Le premier tour contre Dominic Thiem, convaincant. Contre Jason Kubler, convaincant. Il s'incline en quart de finale contre Jordan Thompson malgré une balle de match et il se blesse. À un moment donné, peut-être que Roland Garros, ça a fait des dégâts. Il reprend la compétition sur terre battue à Barcelone où il est battu par Alex de Minaur au 2e tour. Puis à Madrid, c'est peut-être son meilleur tournoi en termes de niveau de l'année. Il bat de Minaur au 2e tour. Il bat ensuite Pedro Cachin et s'incline contre Jiří Lehečka en quart de finale. Mais c'était un bon tournoi, j'ai trouvé Madrid. Puis Rome, c'était pas bon. Il perd au 2e tour contre Hurkacz. Et il ne sait pas si ça alignera Roland Garros. Et puis là, on commence à comprendre que c'est la fin. Voilà, il avait annoncé en 2023 que 2024 serait sûrement sa dernière saison. Mais là, l'hommage à Madrid, les défaites précoces, voilà, se faire bouffer par Hurkacz sur terre battue à Rome. C'est pas facile à regarder quand t'es fan de lui, honnêtement. Et puis à Roland Garros, bon bah, il tombe sur le pire tirage possible. Alexander Zverev au premier tour. Il s'incline, malgré un bon match, il fait un bon match. Honnêtement, je pense qu'il bat 90% du tableau, mais pas Zverev, malheureusement. Défaite au premier tour pour son dernier Roland Garros. Aïe, ça fait mal. Mais en vue des JO, il y a une éclaircie. À Bastad, en Suède, il va en finale pour sa première finale depuis Roland Garros 2022, donc. Et puis, il sort des bons matchs. En tout cas, des matchs où il est costaud mentalement parce qu'il se fait bien secouer par ses adversaires, mais il tient. Mais il s'incline en finale contre Borges avant les JO. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que ça l'est pas? On a vite la réponse aux Jeux Olympiques où il s'incline contre Novak Djokovic au 2e tour et une défaite sèche. Il n'y a pas eu photo honnêtement. 2-7 très propre d'un Novak qui ira chercher l'or. Et là on comprend que c'est la fin. Puis dans une vidéo, il annonce qu'il va terminer sa carrière à Malaga pour la Coupe Davis devant son public. Et aujourd'hui, voilà, ce jour est arrivé. Et je suis triste. Bon, et puis là, il faut parler de ses records, parce que oui, il en a pas mal le bouc. Micro rapproché, on est prêt.
19 saisons consécutives avec un titre. Déjà, voilà, entre 2004 et 2022, 63 titres sur terre battue, c'est un record. 90 titres en extérieur, c'est un record. 14 titres dans un tournoi du Grand Chelem, c'est évidemment un record. 8 titres consécutifs dans le même tournoi, c'est un record. 11 titres à Monte Carlo, c'est le record. 11 titres à Barcelone, c'est le record. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 titres consécutifs à Roland Garros, c'est le record. Mais c'est pas le record complet en Grand Chelem en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plus de victoires consécutives. Non, le plus de semaines consécutives dans le top 10. Voilà, je crois qu'il s'est arrêté à 910. Je veux pas dire de bêtises, je cherche. Mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas le nombre de semaines consécutives dans le top 10. Mais il me semble que c'est 910. À vérifier. Je pourrais vous en sortir d'autres des records, je pourrais vous donner le nombre exact de semaines passées dans le top 10, je crois que c'est 910, mais je suis toujours pas sûr. Mais au final, un joueur, ça ne se mesure pas à ses records, ça se mesure à sa légende, à ce qu'il va laisser derrière lui. Rafael Nadal va laisser une trace indélébile dans l'histoire du tennis, et pour moi aussi, parce que c'est mon joueur préféré, c'est le joueur que j'ai suivi depuis que je suis petit, j'ai toujours adoré sa hargne, son énergie, voilà. Ne jamais lâcher un point, jouer chaque point comme si c'était le dernier, et puis même les célébrations, le pamos, qui s'encourage à chaque fois, il n'est jamais perdant dans sa tête jusqu'au dernier point, et je trouve que c'est une force que peu de joueurs ont sur le circuit. C'est un joueur qui va nous manquer, qui va me manquer, et je vais pleurer. Non, je rigole quand même pas, mais voilà. De parler de lui au passé maintenant, ça va me faire bizarre. Dire Rafael Nadal était un très bon joueur, ouais, parce que moi j'ai 21 ans et Nadal, je le suis depuis que je suis petit. Le premier match dont j'ai le souvenir, c'est la finale de Roland Garros 2008. Ça va me faire très très bizarre honnêtement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle était longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de Rafael Nadal. Peut-être que vous l'aimez pas, même si vous serez dans la minorité et que vous serez jugé personnellement par moi. Mais bon, si c'est le cas, je peux pas vous en vouloir. Il y a des joueurs, il y a des gens qui aiment pas Nadal. Voilà, je comprends pas comment, mais ça existe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc, vos meilleurs souvenirs de Nadal, ce que vous avez pensé de lui, de sa carrière au global. Je vous mettrai toutes les vidéos dont j'ai parlé en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.